L'Europe. L'Europe. À quelques mois d'élections européennes capitales, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais de quoi parle-t-on? De la machine technocratique de Bruxelles? Simple syndicat d'intérêt économique perdu dans le village global? D'un appendice vassalisé? Sans territoire? Sans histoire? Sans puissance? Certainement pas. L'Institut Iliade, qui va fêter ses 10 ans, vous invite au contraire à vous abreuver à la source pérenne, celle de notre civilisation plurimillénaire, l'Europe. L'Europe de nos pères, qui sera, si nous le voulons bien, l'Europe de nos enfants. Pour cela, il faut des Européens debout. Debout dans la tempête quand nos libertés sont bafouées. Debout dans la tempête quand notre identité est niée. Le 6 avril prochain, nous serons près de 1500 personnes dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Je vous donne rendez-vous à ce grand moment d'intelligence et de convivialité. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Inscription sur institut-iliade.com. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Philippe Conrad. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent bien puisque vous êtes un habitué de la maison. Vous avez même animé pendant de nombreuses années l'émission Passé-Présent sur notre chaîne. Vous êtes historien, vous avez été le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue d'Histoire, cofondateur et président de l'Institut Iliade. Et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, puisque l'Institut Iliade organise son 11e colloque le samedi 6 avril à la Maison de la Chimie à Paris. Son titre, de l'héritage à l'engagement, l'Europe de nos enfants. Pouvez-vous nous présenter cet événement ? Alors, c'est un événement important, évidemment, dans le contexte que vous connaissez des élections européennes qui vont se dérouler au mois de juin. Nous sommes à beaucoup d'égards à un tournant concernant cette question européenne. Le système bruxellois, qui est tout sauf l'Europe, a déçu évidemment les peuples qui se rebellent aujourd'hui contre cette direction technocratique acquise à toutes les idéologies mondialistes, progressistes que l'on sait. Et donc il est important de s'interroger sur ce qu'est l'Europe à laquelle nous croyons, celle à laquelle nous tenons, telle qu'elle a existé dans l'histoire, celle dans laquelle nous nous reconnaissons comme des héritiers à la fois de l'héritage grec et romain antique, l'héritage de la chrétienté médiévale, la formidable aventure de la modernité, de la Renaissance et des progrès scientifiques et techniques que l'on sait. Et c'est important dans la mesure où aujourd'hui l'Europe de Bruxelles cherche à imposer une vision des choses qui ne va pas du tout dans ce sens-là. Il y a eu, c'est le 17 janvier dernier, je crois, une décision européenne relative à l'enseignement de l'histoire, dans laquelle, alors évidemment, ça ne surprendra pas, on tire à boulet rouge sur l'histoire nationale. Le terme employé, ce sont les vaches sacrées du roman national. Bon, mais aussi, à propos de l'histoire de l'Europe, il est affirmé qu'il convient de construire l'histoire européenne, je cite le terme, qui est une nouveauté intéressante, sur des mythes fondateurs négatifs, comme par exemple les heures les plus sombres de notre histoire, la Shoah, le colonialisme, etc. Tout cela pour que l'Europe ne soit pas tentée de se distinguer du reste du monde en adoptant une position d'arrogance, évidemment, tout à fait insupportable. Donc il y a une véritable querelle historique, mémorielle qu'il va falloir relever concernant justement la vision que certains veulent nous imposer de notre histoire européenne, qui en fait ne ressemble pas du tout à cette caricature. À l'Institut Iliade, on cultive la longue mémoire. Oui. Pourquoi cette longue mémoire s'est perdue dans l'esprit de la plupart des Européens? Alors, elle s'est perdue
relativement récemment, parce que nous avons eu la chance pendant des générations d'avoir une transmission notamment de la culture antique, des lettres classiques. Des générations entières ont appris le latin au lycée, le grec pour certains, moins nombreux certes, mais il y avait là un terreau tout de même dès le départ extrêmement favorable. Nous avions aussi des esprits dans la population qui, à la faveur du développement de l'instruction, se sont cultivés, se sont intéressés à notre passé. On sait par exemple le succès considérable que rencontre l'histoire dans les milieux, même les milieux populaires. Et ça remonte, à l'époque où les instituteurs enseignaient le fameux roman national, si décrié aujourd'hui par les bûcherons et autres. Donc, tous ces éléments-là faisaient qu'il y a un certain passé porteur d'une certaine identité était tout à fait familier aux esprits pendant très longtemps. Alors le naufrage de nos systèmes éducatifs qui est constaté régulièrement, on le sait, avec les diverses enquêtes internationales, mais c'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs aussi, n'a pas arrangé les choses comme on l'imagine, ce qui veut dire qu'il y a un gros effort de pédagogie, d'instruction à réaliser pour redonner aux Européens la conscience de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont, et pour faire en sorte qu'ils aient la volonté de faire perdurer cette identité aujourd'hui menacée. Est-ce que Philippe Croate, cette disparition, cette dissolution de la conscience nationale, de la conscience européenne, est à l'origine, selon vous, de l'état d'affaiblissement quand même assez avancé que connaît l'Europe aujourd'hui, avec des tensions un peu partout sur le continent. Oui. On a vu des passes d'armes récentes entre la France et l'Allemagne. Oui. Est-ce que pour vous, la perte de la conscience européenne est à la source de ces dysfonctionnements ? Non, pas forcément. Cette perte de la conscience européenne, c'est un danger majeur pour l'avenir, mais les disputes que vous évoquez, ou les tiraillements que vous évoquez, sont liés davantage à des questions conjoncturelles, notamment d'intérêt économique, qui sont finalement des questions dans la longue durée qui sont assez secondaires par rapport à la question qui nous intéresse. Sur la base du glorieux passé européen, vous appelez à préparer l'avenir, et notamment la jeune génération. L'Europe et l'Occident, de façon plus générale, le mérite-t-il seulement quand on observe la folie qui semble parfois s'être emparée d'eux ? L'Europe et l'Occident, d'abord, on peut distinguer les deux. Il y a une certaine continuité, bien sûr, entre les deux. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à séparer les deux en voyant dans l'Occident le résultat de l'hégémonie anglo-saxonne, notamment américaine, qui s'est forgée au cours des derniers siècles, des dernières décennies, alors que l'Europe, elle, s'inscrit dans une durée beaucoup plus longue et manifeste dans le temps une cohérence, une identité beaucoup plus forte. L'Occident se confondant davantage avec la société matérialiste, hédoniste que nous connaissons aujourd'hui, porteuse de toutes les pathologies intellectuelles que sont l'égalitarisme, que sont les formes nouvelles du féminisme, etc. Donc on peut distinguer déjà les deux de ce point de vue. Hein. Et puis, sinon, il y a un travail considérable à faire pour réapprendre en quelque sorte aux générations qui montent et qui sont, à partir du moment où ils sont un minimum éveillés, largement demandeuses, ce qu'a été ce passé européen. C'est le travail que nous avons entrepris avec l'Iliade, à travers toute une entreprise de formation au long cours de jeunes esprits curieux et désireux de faire bouger les choses, également à travers toute une politique de publication
modifications diverses qui doit permettre de fournir les munitions intellectuelles nécessaires dans le grand chaos contemporain pour tenter d'inverser les choses. Est-ce dans cette jeunesse, je recevais il y a quelques jours Jérémy Banneton pour l'ouvrage qu'il publie dans la collection Longue Mémoire, l'Institut Iliade. Il a publié un Barès. Exactement. Je crois, oui. Est-ce dans cette jeunesse que vous trouvez aussi l'espoir pour le futur de l'Europe? Oui, je vous le dis très, très clairement parce que, ce qui me concerne en tout cas, j'ai maintenant, du fait de mon âge, un recul assez important pour juger des évolutions qui se sont produites. J'ai connu la vague 68 Arde et puis ses effets à long terme. En matière de décervellement généralisé. Et depuis quelques années, on observe quand même une réaction à la fois inattendue, importante par son ampleur, réaction que nous nous efforçons, nous, à l'Iliade, d'accompagner en fournissant à de jeunes esprits curieux, des étudiants généralement, mais pas seulement d'ailleurs, qui ont en gros entre 18 et 30 ans, ces jeunes, des munitions, encore une fois, pour faire face à la situation que nous vivons, pour se faire en quelque sorte les apôtres d'une nouvelle vision des choses, d'une nouvelle vision du monde, qui ne soit pas plombée par toutes les idées reçues, toutes les sottises qui se sont accumulées au fil du temps. Et ça, c'est une grande satisfaction aussi de constater que, en l'espace de 10 ans, nous avons formé plus de 350 jeunes qui sont d'excellents niveaux et qui ensuite, dans leur vie personnelle, dans leur vie sociale, vont être les vecteurs justement d'une nouvelle vision du monde absolument nécessaire aujourd'hui dans les difficultés qui s'annoncent pour accompagner le réveil européen que l'on entend susciter. Justement, certains de vos collègues historiens prétendent que lorsque le déclin frappe une civilisation, il s'agit d'un processus irréversible. J'imagine que vous ne partagez pas cette vision des choses. Non, je ne le partage pas. Vous savez, toute cette thématique du déclin en histoire, on la voit apparaître de manière récurrente. Il y a eu tous les débats relatifs à la chute de l'Empire romain dans la foulée d'Edward Gibbon, etc. On a invoqué l'œuvre remarquable d'Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident, mais généralement on l'a invoqué sans l'avoir lu en détail, car il nous apporte des éléments de réflexion, d'appréciation absolument remarquables. C'est une analyse d'une qualité sans précédent, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller à une sorte de fatalisme selon lequel, comme l'expliquait initialement Spengler, les civilisations, ce sont des réalités organiques, elles ont une phase de genèse, de floraison, et puis ensuite, fatalement, une phase de déclin qui doit les mener, au bout du compte, à la disparition. Il y a, encore une fois, je le répète, des éléments d'analyse, d'appréciation extrêmement précieux dans la méthode spenglerienne, dans l'approche spenglerienne, mais il ne faut pas du tout en faire un dogme. Je crois que l'Europe a en fait toutes les chances pour réaliser les sursauts nécessaires. Et alors il y a un certain nombre de conditions évidemment doivent être réunies. D'abord son maintien démographique, le maintien de son identité. Et on connaît tout le débat sur le grand remplacement par les temps qui courent. Et puis surtout la capacité de se doter d'une conscience et d'une volonté. À partir du moment où ces conditions sont réunies, où les Européens auront conscience de ce qu'ils sont, sauront qui ils sont, seront fiers de l'identité qu'ils auront redécouverte et manifestée, les choses peuvent changer si derrière, il y a une volonté qui s'exprime à travers divers événements historiques à venir qu'on ne peut pas prévoir, mais tous les éléments en tout cas
climat existe pour qu'un sursaut survienne. Encore faut-il qu'il y ait au rendez-vous de l'histoire une force correspondante aux enjeux du moment, et pour animer cette force, une conscience et une volonté suffisante. Alors, prenons-nous à espérer, une fois l'Europe redevenue elle-même, quelle place pour l'Europe face à cet ordre du monde qui semble se redessiner, que peut-on encore apporter à l'humanité dans son ensemble? Il faut que l'Europe retrouve une place de premier plan, c'est sa place naturelle, face aux grands ensembles qui se sont constitués ou qui sont en cours de constitution ou de reconstitution. On a quand même des phénomènes là tout à fait étonnants quand on voit le nouveau visage de la Chine de Xi Jinping, qui renoue de fait avec la tradition de l'Empire du Milieu. Quand on voit la Russie qui avait sombré dans les folies du communisme, du soviétisme pendant 3/4 de siècle, et qui retrouve son identité nationale, son identité spirituelle. Quand on voit le sultan Erdogan rêver de restauration d'un espace ottoman pour le XXIe siècle, et on pourrait trouver encore d'autres exemples. L'Europe, elle a une place évidemment à tenir. Alors, sans doute pas la place matériellement dominante qu'a été la sienne au XIXe siècle, quand elle a imposé son hégémonie à l'ensemble de la planète, qui était l'aboutissement de tout un processus commencé avec l'époque moderne, avec les grandes découvertes, quand l'Europe a été l'artisan du décloisonnement du monde, du premier décloisonnement du monde. C'est autre chose. Mais à travers les ressources qui sont les siennes, avec les perspectives qu'ouvrent aujourd'hui les développements de l'intelligence, de la science, etc., elle a certainement une place de premier plan à jouer. Encore faut-il évidemment qu'elle le veuille et qu'elle s'en donne les moyens, et qu'elle mette en œuvre justement les programmes nécessaires pour aboutir à cet objectif. Alors de toutes ces questions, il sera justement question lors de votre colloque du 6 avril. Je rappelle, c'est à la Maison de la Chimie de 10h à 18h30. Vous aurez des invités de prestige. Vous donnerez vous-même une conférence, l'Europe, notre héritage commun, en introduction de cette journée. Vous recevrez des personnes aussi différentes et connues de nos téléspectateurs que Bernard Lugan, Jean-Yves Le Gallou, Pierre Gentillet, Lionel Rondouin, par exemple. Oui, par exemple. Alors oui, vous évoquez là certaines figures bien connues. Bernard Lugan, évidemment, le célèbre africaniste qui a participé déjà à plusieurs de nos colloques et qui fait partie des membres fondateurs de l'Iliade, n'est-ce pas, avec Jean-Yves Le Gallou et moi-même. Et puis Bernard Lugan qui interviendra sur le thème de l'identité des Européens par rapport aux autres, et qui soulèvera notamment le problème que représente le formidable défi démographique que va poser l'Afrique dans les décennies qui viennent. Alors Lionel Rondouin est une personnalité tout à fait exceptionnelle à mon sens. C'est un garçon que j'ai connu quand il était étudiant, jeune normalien, proche de Georges Dumézil, et puis finalement attiré par la carrière universitaire. Il n'avait pas une âme de fonctionnaire soucieux de sa carrière, justement, et il s'est engagé dans les parachutistes, et il a été officier parachutiste pendant une dizaine d'années, avant d'entreprendre une carrière de chef d'entreprise, et puis de retrouver aujourd'hui les préoccupations qui sont les nôtres, et il amène beaucoup par la qualité et l'originalité de sa réflexion au travail qu'accomplit l'Iliade. Puis alors il y a d'autres personnalités, je crois Yves Battistini, qui est un grand historien
un grand historien de l'Antiquité et qui réfléchira sur les liens qui peuvent être établis entre nos origines grecques et puis l'identité de l'Europe au sens le plus large. Il y aura aussi des juristes comme Pierre Gentillet, je crois, qui intervient. Thibaut Gibelin, jeune intellectuel Thibaut Gibelin. Oui, Thibaut Gibelin, qui est un jeune intellectuel tout à fait prometteur et qui s'est allié à la fois le souci et le goût de la poésie avec les visions historiques de grande envergure. Oui. Et alors, parallèlement à ces conférences, donc les participants au colloque de l'Iliade pourront retrouver à la Maison de la Chimie de nombreux stands, des auteurs avec dédicaces de leurs ouvrages, une exposition d'art. Oui. Une buvette aussi, ça peut permettre d'agrémenter les choses, sûr, oui. Et une garderie. Et les inscriptions se font sur le site de l'Iliade, www.institut-iliade.com. Une très très belle journée en perspective. Écoutez, j'espère, comme c'est passé lors des colloques précédents, où nous avons fait le plein en quelque sorte. Nous avons généralement 12 à 1500 participants qui suivent ces colloques et qui, je crois, en sont très, très satisfaits. Leur fidélité depuis de nombreuses années maintenant, puisque c'est le 11e colloque, comme vous l'avez signalé, est là pour en témoigner. Mais au-delà de cette participation au colloque, nous les appelons tous, ces participants, à se mobiliser, à venir s'inscrire dans les actions que nous mettons en œuvre à Paris et en province pour faire vivre l'espérance qui est la nôtre, justement, de ce réveil de l'Europe plus nécessaire que jamais. Merci beaucoup, Philippe Conrad. C'est moi qui vous remercie. Historien, cofondateur et président de l'Institut Iliade, qui organise donc son 11e colloque le 6 avril à Paris. Venez-y nombreux et nous suivrons chez TV Liberté ce colloque. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo. À très bientôt sur TVL.